Alors, comment répondre aux défis du nouveau monde? Faut-il forcément repenser nos usages? Ce sont évidemment de vastes questions. On va essayer de vous donner quelques clés de compréhension, voire quelques idées. Feriel Karoui est la fondatrice de l'agence Whisperers. Elle vient de rédiger un cahier baptisé précisément Récréatif, cahier qui vise à stimuler votre créativité. D'ailleurs, cahier qui vous sera distribué à la fin de ce campus. Merci d'accueillir Feriel Karoui. Bonjour. Bonjour à tous. Le sujet du cahier de tendance, c'est comment répondre aux défis du monde nouveau. On y arrive. Nous avons beaucoup de défis à résoudre, vous le savez. Et pour structurer notre cahier de tendance, nous en avons choisi 3. Donc, quels sont ces défis? Le premier, sans surprise, c'est bien évidemment le défi environnemental. Alors j'ai choisi une citation pour illustrer le propos. Moi j'adore les citations, ça me permet de dire des choses dont je ne prends pas la responsabilité, c'est très pratique, j'en ai mis plein. Et j'ai choisi Claude Lévi-Strauss, puisque nous sommes dans son amphithéâtre aujourd'hui. Claude Lévi-Strauss, vous le savez, c'est un anthropologue, et cet anthropologue, sa mission, c'est de nous observer. La conclusion de son observation, je vous la montre, le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui. Voilà. Alors, ne partez pas tout de suite. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas dit quand. Donc, le premier chapitre, régénération de notre cahier de tendance, on va voir comment on peut s'éloigner de cette prophétie de mauvais augure et trouver des solutions pour créer un monde vivable. Le deuxième défi, c'est le vivre ensemble. De toute l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais été facile et ça ne l'est toujours pas. Alors, autre citation, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Voilà. Retenez-la en comex, vous pouvez la sortir dans des discussions houleuses, ça peut toujours servir. Le vivre ensemble, ce sera l'objet de notre deuxième chapitre, récréation, créer de nouvelles relations. Et enfin, le dernier défi, qui pour moi est finalement l'un des plus importants, ça va être de gérer notre créativité. Vous le savez, on est capable du pire comme du meilleur. Et là, c'est Michel Foucault qui le dit, notre espèce animale n'est ce qu'elle est que parce qu'elle se raconte. Et en effet, si on y pense 2 minutes, on est la seule espèce à mettre de la valeur sur des choses qui n'existent pas. Pensez d'ailleurs à tout le système économique, les classes sociales, l'argent, les frontières, les nations. Tout ça, finalement, c'est une création mentale et ça n'existe que parce qu'on y croit tous. Et à la limite, tant mieux, parce que ça nous permet justement de vivre ensemble. On voit bien que s'il y a une déperdition de croyances dans ces concepts, comme par exemple les frontières, et bien, l'actualité nous montre que c'est un gros chaos. C'est aussi limitant, parce que finalement, le système économique nous limite dans la résolution du défi écologique. Donc nous verrons comment nous pouvons gérer notre créativité dans Rethink, repenser nos usages. Donc voici pour nos 3 thématiques de ce cahier de tendance. Dedans, je vous inviterai à regarder et à lire les interviews d'intervenants et d'experts que nous avons interviewés. Et vous allez avoir des exemples qui illustrent nos propos. Alors certains sont sérieux, d'autres un peu plus farfelus. Et vous allez voir que les farfelus, c'est souvent mes préférés, parce qu'ils posent un peu plus de questions. Alors je vous propose l'immersion tout simplement dans ce cahier de tendance en commençant par récréation, créer de nouvelles relations. Les relations, en amour comme en amitié, ça se travaille, et ça va être notre premier sujet. Travailler ensemble à créer ces nouvelles relations. Le travail, c'est un sujet qui est quand même assez en crise. Alors, je ne parle pas que du chômage, je parle plutôt de la grande démission aux États-Unis, et je parle aussi des entreprises françaises et à l'international qui finalement ont un peu de mal à faire retourner leurs salariés au bureau. Pourquoi? Parce que les salariés attendent de l'entreprise qu'elle fournisse un développement personnel à impact. Et ce n'est pas si étonnant parce qu'on a tous plus ou moins l'habitude, on va dire, de noter notre expérience professionnelle comme si on notait un voyage sur TripAdvisor. Donc l'entreprise doit nous fournir de l'entertainment, doit nous fournir de l'épanouissement et bien évidemment nous fournir ce Graal qui est la mission qui a du sens. La deuxième chose, c'est que finalement on s'aperçoit qu'il y a une appétence à travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on veut bien du lien social,
On veut bien ce lien social, mais ailleurs, pas forcément en entreprise. Et du coup, dans le cahier de tendance, vous verrez que nous avons mis plein d'exemples de co-living et de coworking. Ici, je vous montre un exemple d'espace hybride qui est à la fois co-living et coworking. C'est au Maroc, c'est sur un spot de surf à Tangazout. Et ça permet à des télétravailleurs et des digitaux nomades de travailler hors entreprise, en dehors de la hiérarchie, en dehors d'activités qui pourraient se faire en silo, dans une culture qui va être totalement différente et qui va leur permettre aussi de think out of the box, comme on dit. Donc, premier point pour créer ces nouvelles relations, c'est d'y travailler ensemble et peut-être ailleurs. Le deuxième, c'est de faire la paix, bien évidemment, de sortir des logiques de compétition et de confrontation pour embrasser des logiques de coopétition, c'est-à-dire de mettre ces différends de côté pour pouvoir être plutôt sur le bien commun. Là aussi, deux exemples. Le premier, c'est Adish Studio, qui est une marque israélo-palestinienne qui travaille énormément sur les savoir-faire palestiniens pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli et qui diffuse par là même un message de paix. Le deuxième, un exemple de coopétition, c'est L'Or et Nespresso, qui ont mis un fonds économique en commun pour pouvoir recycler les capsules d'aluminium et qui invitent d'autres marques qui seraient sur le même système de distribution à rejoindre le mouvement. Le troisième point, c'est de redéfinir le cool. Vous savez que chaque nouvelle génération arrive avec un système de valeurs, ne choisit pas forcément le monde dans lequel il se trouve. Et il est important de décrypter ces nouvelles aspirations qui infusent la société. Alors, je vous ai mis un exemple qui est certes un petit peu marginal, le ugly make-up, mais ces tendances marginales sont souvent intéressantes car elles sont les épicentres de tendances qui, un peu plus édulcorées, vont être plus mainstream. Ce que nous dit le ugly make-up, c'est que finalement, on sort de codes qui sont uniquement sur de la séduction. On est quelque part dans une société post-MeToo, post-patriarcale, etc. On sort de la norme pour être hors norme, et pour finalement cette jeunesse qui adopte ce style de beauté, c'est plus important d'être différent, c'est plus important de montrer justement sa créativité que d'être anonyme. Et on le voit aussi dans la mode. La mode, aujourd'hui, vous avez des mélanges de tout genre, et c'est hyper cool de porter un chandail, par exemple, avec un jogging. Plus on va mélanger les époques, les styles, les couleurs, les matières, et plus ça va être cool. Donc ça aussi, c'est important parce que ça nous montre bien qu'on est vraiment dans de l'inclusivité et de la valorisation de la différence. Et quand on parle de création, c'est quand même intéressant. Le deuxième exemple aussi sur la redéfinition du cool, c'est que ce qu'on avait tendance à cacher auparavant, aujourd'hui on le montre. On parle de visible mending. Ici, le visible mending, c'est finalement de montrer la couture de réparation de ses vêtements. Auparavant, on avait plutôt la tendance à le cacher, sauf pour les punks qui réparaient leurs vêtements avec des épingles à nourrice. Et là, finalement, ça nous dit beaucoup. Je répare mes vêtements, j'achète pas de vêtements neufs, et certainement, ça nous montre que c'est un stigmate d'un lifestyle beaucoup plus étendu, de je vais dans des épiceries bio, je consomme local, j'ai pas de 4x4 et je prends pas l'avion. Donc voilà comment on peut aussi intégrer ces valeurs pour mieux discuter aussi avec la jeunesse et pour créer d'autres relations. Le dernier point, il est un peu dans la même veine. Certains nous avaient dit qu'on n'avait pas le monopole du cœur. Nous, créa, on n'a pas le monopole de la création. On voit que les jeunes ont un pouvoir créatif et beaucoup d'outils aussi pour créer. Moi, j'en suis étonnée d'ailleurs à chaque fois que j'ouvre TikTok ou Instagram. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que finalement, de plus en plus, les entreprises, quand elles lancent un produit sur le marché, elles n'ont plus le contrôle de son usage. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui va décider de l'usage qu'il va faire de l'objet ou du service. Ça s'appelle le conso hacking et vous connaissez certainement le IKEA hack qui consiste à transformer son étagère Billy en quelque chose de plus décoratif qui nous correspond mieux. En même temps, on fait de l'upcycling. L'exemple que je vous montre sur l'écran, c'est un parasite que vous pouvez mettre sur vos objets connectés. Ça permet de déconnecter les micros quand vous n'avez pas l'utilisation de cet objet et en même temps, vous pouvez changer le prénom de l'appareil. Vous n'avez pas à l'appeler Google Home ou Alexa. Vous pouvez l'appeler Gérard, Robert, est-ce que vous voulez. Non, en tout cas, c'est le consommateur qui décide. Donc une fois qu'on aura fait tout ça, peut-être qu'on aura des bases pour bien travailler ensemble à ce monde meilleur, à ce monde vivable. Ça tombe bien parce que c'est le deuxième chapitre de notre cahier de tendance. Comment on crée un monde vivable. La première chose qui me paraît important, c'est de ne pas aggraver la situation. Ça paraît un premier point. On a mis dans notre cahier de tendance une double page un petit peu provocative, à savoir est-ce qu'on peut consommer et sauver la planète en même temps. En général, c'est antinomique. Je vous ai trouvé deux exemples qui nous prouvent presque le contraire. Le premier, c'est le savon Awa. C'est un savon qui contient une sorte de
de micro-organismes qui va se nourrir des polluants des cours d'eau. Donc plus vous lavez votre linge, plus vous vous lavez les mains avec ce savon, et plus vous allez dépolluer les rivières. C'est quand même pas mal. Le deuxième exemple, c'est Houdini, une marque de sportswear, qui a une politique d'éco-conception qui est telle que vous pouvez composter votre jogging une fois qu'il est usagé. De ce compost, vous allez faire pousser des légumes. De ces légumes, vous allez pouvoir faire les plats que vous voyez sur l'écran. Plutôt pas mal. Donc finalement, est-ce que la technologie, est-ce qu'on pourrait être dans une logique de technosolutionnisme qui pourrait nous sortir du marasme dans lequel nous sommes et solutionner ce défi écologique? Imaginez qu'on puisse prendre toutes les particules de carbone qui sont en trop dans l'atmosphère, qu'on puisse les enterrer dans le sol, ou alors de les donner à des distributeurs de boissons gazeuses. Problème résolu. Eh bien, figurez-vous que ça existe. Ce n'est pas Chuck Norris qui l'a construit, c'est Climeworks qui envisage d'extraire 4000 tonnes de CO2 par an. Donc là, on se dit on pourrait être sauvé et partir dans le sud en avion sans prendre le train de façon totalement impunie. Et bien, pas si vite. Pas si vite parce que c'est 4000 tonnes de CO2 par an sur les 43 milliards rejetés par les activités humaines. Autant vous dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan, que la perspective de terminer comme des raviolis dans un panier vapeur est toujours d'actualité et qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour nous sauver. Les solutions, elles arrivent de l'énergie. Alors, on n'a pas la prétention de vous donner des clés pour résoudre ce problème qui est un sujet à part entière. En tout cas, certaines personnes se disent qu'on pourrait peut-être transformer le problème en solution. Et c'est le cas de Carnot Computing. On sait que notre consommation d'Internet est extrêmement polluante. Je crois que ça doit être à peu près 4% des GES. On réchauffe la planète avec nos serveurs, notre consommation digitale. Pourquoi ne pas utiliser cette chaleur pour chauffer les habitations? C'est ce que fait Carnot. Ils ont même des chaudières où ils vont utiliser cette énergie pour réchauffer l'eau de la piscine de la butte aux Cailles dans le 13e. Donc plutôt pas mal. On sait qu'on va avoir on a des gros problèmes de sécheresse, donc d'alimentation d'eau pour tout ce qui va être nos végétaux. Donc pourquoi finalement ne pas mettre les végétaux sous l'eau, après tout? Comme ça, ils n'auront pas de problème d'alimentation en eau. Et c'est ce qu'a fait la ferme de Nemo. La ferme de Nemo a décidé de mettre du basilic dans des bulles et de les mettre sous la mer. Et ainsi, vous avez des conditions de lumière, d'hygronométrie, donc d'humidité, et de température qui sont idéales. Voilà. Pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt? Enfin, pourquoi ne pas reprendre notre rôle de régulateur? Alors, c'est vrai que l'homme est responsable d'une grande perte de la biodiversité. En favorisant certaines espèces dans notre alimentation, on a permis à d'autres espèces de proliférer et elles sont en train aussi de participer à l'érosion de cet écosystème. Donc certains artistes nous disent on n'a qu'à manger le problème, tout simplement. Manger le problème, donc c'est Kirsha Kaechelö, qui est en Tasmanie, donc on n'a pas forcément les mêmes espèces invasives, qui a fait un livre hyper artistique pour nous inciter à manger ces espèces invasives et participer au rééquilibrage de la biodiversité. Vous avez aussi un street food à Berlin qui vous demande de manger des écrevisses et des crabes qui n'étaient pas censés être dans le spray et qui participent aussi à l'érosion de la biodiversité. Donc voilà une première solution. La deuxième, on sait que notre alimentation carnée est très polluante, donc pourquoi ne pas manger des fruits de terre? Les fruits de terre, c'est une appellation poétique pour parler de farine d'insectes. Et c'est sûr que c'est un peu plus sympa que de dire de la farine de cafard. Donc c'est propre pour la consommation humaine, mais c'est aussi propre pour la consommation des animaux à quatre pattes, dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs sur leur empreinte carbone. C'est encore un petit peu tabou. Et enfin, autre exemple, parce que c'est quand même assez important cette histoire de biodiversité, pourquoi ne pas taxer l'appropriation animale? On parle beaucoup d'appropriation culturelle, dit la fille qui porte une jupe en wax au Quai Branly, mais on ne parle pas beaucoup d'appropriation animale. Pourquoi, finalement, on ne taxerait pas les imprimés animaliers? On estime avoir tué 250 000 léopards pour ressembler au look de Jackie Kennedy. C'est quand même énorme, 250 000 léopards. Donc pourquoi, finalement, sur l'imprimé léopard, ne pas mettre une taxe, ou même sur l'imprimé zèbre, pour pouvoir financer la préservation des espèces en danger ou financer justement le maintien de la biodiversité. Alors c'est sûr que peut-être que certaines régions du sud de la France paieraient un peu plus que d'autres, mais bon, l'important c'est d'arriver à l'objectif. Quatrième point, produire et consommer sur place.
Ça fait un moment que les industries commencent à réfléchir à rapatrier leurs outils de production plus proches de leurs consommateurs. Et c'est vrai que finalement, si on arrête les importations pour préserver un peu plus la planète, on va se couper de plein de choses qui sont excitantes dans notre quotidien. Excitantes dans les deux sens du terme. Je parle du chocolat, du café et du thé. Il y a des restaurants qui prennent en compte cette contrainte et qui trouvent des ersatz pour avoir des plats qui sont quand même appétants, et d'autres qui vont trouver des solutions assez improbables. Et je vous avoue que je ne sais pas trop quoi penser de cet exemple. C'est Primeville New York qui prélève des cellules d'animaux exotiques et qui vont les nourrir à l'intérieur de silos, des silos style de brasserie, pour les faire grandir. Au bout de quelques semaines, vous avez des cellules qui ont grandi et qui sont capables de vous produire des steaks de lions, de tigres, de zèbres, de girafes et même d'éléphants. Alors c'est sûr que c'est beaucoup moins polluant que de nourrir des lions en plein centre-ville avec des carcasses de bovins. Bon, après, est-ce qu'on est prêt à avoir ce genre de solution? On va dire juste que c'est intéressant. Et pour terminer, rien ne se perd, tout se transforme, un adage que l'on connaît bien. Alors même si beaucoup d'entreprises sont dans de l'économie circulaire et que les matériaux ne sont pas recyclables à l'infini, il y a quand même de belles initiatives. Ici, je vous ai mis deux exemples. Vous avez peut-être vu Maximum d'ailleurs à Change Now. Ils étaient sur tous les forums. Vous voyez aussi ces chaises sur les tiers-lieux. Maximum, donc c'est une entreprise qui va prendre des déchets plastiques industriels, notamment dans le changement de couleur. Donc vous voyez, le dégradé, en fait, c'est le changement de couleur dans les machines. Les industriels, en général, n'en veulent pas parce qu'ils considèrent que c'est un défaut. Et de ce défaut, ils en ont fait une marque de fabrique. Donc ça rejoint un peu le Ugly is the New Sexy, le fait d'accepter qu'il y ait des défauts, mais en même temps, c'est aussi plus proche des valeurs que l'on veut mettre en place. L'autre exemple aussi que je trouve très intéressant, c'est Nike qui a produit une chaussure qui est entièrement démontable, à mettre en kit. Et la manière dont on peut la démonter par matière. Et c'est beaucoup plus facile de la mettre ensuite dans la filière de recyclage, parce que ce qui est le plus compliqué finalement dans le circuit de l'upcycling et du recycling, c'est le monomatière. On a aujourd'hui plein de vêtements qui sont en composite et on ne peut pas les trier pour les mettre dans la filière. Donc là, ça peut nous aider à le faire et en plus, la chaussure est plus facilement réparable. C'est toujours un projet, mais c'est déjà bien. Est-ce que cela sera suffisant? Tous les exemples que je vous ai montrés, en tout cas je le pense, vont dans le bon sens. Mais si on ne travaille pas sur la manière dont on arbitre nos créations et qu'on ne fait pas attention aux dommages collatéraux que l'on a quand on lance quelque chose, ça reviendrait à mettre un cataplasme sur une jambe de bois et ça ne servirait à rien. Donc il va falloir absolument repenser nos usages et vraiment se demander pourquoi on crée et à quoi ça sert. Je vous ai mis ici un premier exemple, créé pour quel besoin. Le premier exemple, c'est Köhler qui a lancé au CES Las Vegas une baignoire connectée. On peut dire que ça peut être sympa. La baignoire reconnaît la voix du donneur d'ordre et vous fait couler un bain à la température et à la profondeur d'eau que vous voulez. On pourrait presque dire qu'on peut faire une économie d'eau parce qu'on n'a pas de gâchis et on est dans un remplissage optimal. Même si on parle d'un bain, on ne parle pas d'une douche, on est d'accord. En tout cas, ça nous dit bien que les créations que l'on a sont souvent pour notre confort. Et on est dans une société de l'ultra-confort. De tout commander à la voix, c'est quand même plutôt sympa. Stefano Boni, qu'on a interviewé dans notre cahier de tendance, et je vous invite à lire son interview complète. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Homo Confort, le prix à payer d'une vie sans effort ni contrainte ». Il nous dit que l'ultra-confort est devenu nocif à la fois. Au niveau personnel, on développe de l'obésité et des maladies auto-immunes. Et c'est sûr que si on n'est pas capable de lever ses fesses pour aller tourner un robinet, on ne risque pas de perdre 3 calories. Social, individualisme et perte du face-à-face. C'est sûr que si on parle à sa baignoire, on ne risque pas de se faire des potes. Et enfin politique, dépendance au capitalisme mondial pour nos besoins de base. C'est sûr que si l'eau ne coule pas du robinet, on ne peut pas se faire couler de bain. Pour Stefano Boni, il est plus intéressant d'avoir une vie inconfortable, voire désagréable, pour pouvoir se reconnecter à notre humanité et à notre environnement. Alors c'est un discours qu'on n'est peut-être pas trop prêt d'entendre. Je ne sais pas si les marques vont s'en emparer. En tout cas, c'est un discours auquel il faudra se confronter. Le deuxième point, c'est le métaverse. C'était difficile de ne pas vous en parler. C'est un sujet qui est très d'actualité. On en a d'ailleurs parlé ce matin. Il y a plein de choses super sympas dans le métaverse. La première, c'est qu'on peut créer
en faisant abstraction des lois physiques. Donc on a beaucoup plus de possibilités de créer des choses intéressantes dans le métaverse. La deuxième, c'est que beaucoup de marques utilisent le métaverse pour tester des produits en virtuel avant de les lancer dans le réel. Donc on peut se dire que ça peut faire aussi des économies et éviter quelques flops commerciaux. Ça pourrait engendrer de nouveaux métiers. Imaginons, on peut être ambianceur ou designer de plantes exotiques dans des salles de réunion métaverse dans Meta, par exemple. Les voyagistes aussi investissent énormément dans le métaverse. Comme ça permet à leurs clients de tester et de voir les chambres d'hôtel, la piscine, la tête du géo et la gueule de la plage. Donc ça peut être sympa pour qu'ils puissent choisir leur voyage. Et les salons professionnels aussi pourraient se dérouler dans le métaverse. Donc on n'aurait pas à amener plein de personnes au même endroit, on pourrait faire des rencontres professionnelles sans bouger de son salon. En tout cas, il y a plein de possibilités et ça nous annonce quelque chose d'assez chouette. Le problème, c'est qu'on est souvent dans des accumulations d'usages. On le sait, la presse n'a pas remplacé la radio, qui n'a pas été remplacée par la télé, qui n'a pas été remplacée par Internet. Donc on se doute que ça va être une accumulation d'usages et que la facture écologique va vite monter. C'est pas tant un problème, parce que si l'on écoute Frédéric Bordage du cabinet Green IT, il nous dit au rythme actuel, il nous reste moins de 30 ans de numérique disponible. Parce que forcément, ça demande des métaux rares, et comme leur nom l'indique, c'est rare. L'urgence est collectivement d'arbitrer les usages en nous demandant quoi faire avec les ressources disponibles. Donc là aussi, il va falloir penser nos usages et voir comment on veut arbitrer notre créativité. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pour rester dans la thématique de la baignoire. La créativité, c'est hyper intéressant. La technologie est hyper intéressante. La preuve, une expérience de cartel que vous connaissez peut-être, c'est donc un cahier des charges. On a demandé à une intelligence artificielle de créer une chaise où il y ait peu de matériaux, qui prennent peu d'eau dans sa conception et qui soit quand même très solide. L'intelligence artificielle a proposé plusieurs modèles et Stark a choisi le Final Cut et a pris la décision. On peut se demander après sur les droits d'auteur comment ça marche. En tout cas, ça nous aide à optimiser notre processus de créa et c'est quand même pas mal. L'autre exemple, vous savez que c'est mon exemple préféré du moment, c'est DALL-E 2. Alors c'est un projet en phase de test, donc il n'est pas encore totalement développé. C'est une intelligence artificielle qu'on entraîne à faire du deep learning. Le deep learning, donc on va apprendre à l'intelligence artificielle à reconnaître ce que c'est qu'un chat, un chien. En l'occurrence, là, on lui a appris à reconnaître ce que c'était qu'un monstre. Ensuite, on lui a appris à reconnaître ce que c'était qu'un bol de soupe. Et on lui a demandé de faire un monstre qui ressemblait à un bol de soupe. C'est totalement absurde. Ça ne sert absolument à rien, mais c'est tellement génial. Imaginons aussi qu'on puisse dialoguer avec ces intelligences artificielles et donc du coup ça peut ouvrir aussi des champs de créativité assez exceptionnels parce que voilà, c'est des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé tout seul, ou en tout cas on ne serait pas arrivé forcément à ces résultats. Donc ça c'est super chouette. On a parlé beaucoup de technologie, mais finalement pour résoudre des problèmes de créativité, parfois il ne faut pas chercher midi à 14h, on a des solutions très simples qui existent et qui sont à notre portée. Notamment sur tout ce qui va être low-tech. Et Low-Tech Magazine, d'ailleurs, nous rappelle qu'on va avoir un hiver très rude, et s'il n'est pas rude, en tout cas, il sera très cher, a priori, et que donc, finalement, de profiter des vertus thermiques d'une bouillotte, de prendre un bon pull et d'avoir des moufles de Bernie Sanders pour le style, ça pourra nous aider à passer un hiver assez cosy. Enfin, continuer à rêver. On a parlé d'imagination, et le rêve et l'imagination, finalement, c'est presque un préquel à la création, donc ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est aussi hyper important de faire intervenir des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur ces sujets, sur ces défis. Je pense à des auteurs de science-fiction, et des auteurs de science-fiction qui ne soient pas que sur l'apocalypse. Je vous invite aussi à voir l'interview de Yannick Rumpala dans notre cahier de tendance. Des utopistes éclairés, des philosophes, des artistes, des amoureux du vivant, la liste est longue. En tout cas, ils pourraient nous aider à écrire ces petits récits dont on a tant besoin, qui vont alimenter la grande histoire de la créativité qui est tellement liée à l'histoire de l'humanité. Alors, une fois n'est pas coutume, encore une citation. Cette fois-ci, nous viennent des éditeurs de la Mer Salée. Nous portons de nouvelles histoires pour changer l'histoire avec un grand H. Loin des fictions apocalyptiques peuplées de douleur et de peur, nos romans racontent des êtres humains sublimés. Ils rêvent le futur et élargissent le présent pour peut-être faire advenir un monde plus lumineux. Voilà, comme quoi qu'il n'y a pas que des citations de mauvais augure dans cette présentation. Et pour terminer, donc c'est vrai que
Nous sommes quand même proches, je trouve, du mythe d'Icare, à savoir que l'on imagine l'évolution de l'humanité comme une courbe exponentielle. Tout ça, c'est lié à la croissance, le progrès, et comme Icare, à force de vouloir toucher un peu trop le soleil, on risque de se brûler les ailes et de connaître une fin tragique. Alors que finalement, il nous faudrait un petit espace pour se retrouver, comme on l'a vu dans notre première partie, au Maroc ou ailleurs, un espace pour être inclusif et faire parler les consommateurs, les entreprises, les salariés entre eux, un espace pour décider le monde dans lequel nous avons envie de vivre, un espace publicitaire, pourquoi pas, puisque nous portons aussi la bonne parole et nous sommes entre communicants quand même relativement influents, en tout cas on aimerait le croire. Et cet espace, il pourrait nous aider à prendre soin de soi, des autres et de notre environnement tout simplement. Un espace qui pourrait tout changer. Voilà, c'est la conclusion de l'espace. Je vous remercie beaucoup et bon courage. Merci beaucoup, Kariel. Merci.